C'est la mer. En Touraine, la mer est jaune. C'est la mer? Non, c'est la saison des colzas. On entend toutes les petites abeilles là qui sont réveillées, qui deviennent folles. Si j'éternue, c'est le colza. Mais ça va, ça me faisait ça autrefois, mais ça me le fait moins maintenant. Alors Rabelais, les plantes, ben ouais, prends toute la fin du tiers-livre là. Le chanvre, le lin, si tu prends le nombre de plantes nommées là dans Rabelais, 285. Et puis je passais là, tu vois juste là, ce qu'on aperçoit. Youp là, qui surnage de la grande mer en jaune, c'est la Roche Clermont, le lieu du Gargantua. Si je regarde là, tu vois, je me mets de profil, faites-en autant, la Devinière et le champ de colza, je l'ai aperçu depuis la Devinière. Cette grande tache jaune, circulante, courbe. J'ai quitté le parking de la Devinière, Alain Lecomte et Nathanaël Gobanceau. Je leur ai dit, tu vois le colza là-bas ? Je vais voir le champ de colza, cette mer de colza. Et là, se dire, garer la voiture. Donc on est sur la commune de Seuilly, on est là au cœur du territoire de Rabelais. Quand ils allaient entre Chinon et sa maison, on passait là sur le tout petit chemin. C'est très étrange. On a deux cartographies superposées. Il y a la cartographie des routes d'aujourd'hui et la cartographie des petites routes qui étaient les routes médiévales, les routes du 16e. Et quand on commence à s'y repérer dans le coin, on a toujours l'habitude de prendre ces petites routes qui étaient les siennes ou les leurs de la famille Rabelais. Et là, c'est se dire... j'installe pareil, j'installe mon micro chéri et qu'est-ce que tu peux lire où tu serais dans la mer? Et là, j'avais qu'une réponse. C'est juste après Carême prenant et c'est un texte... Non, je suis pas forcément à l'aise avec. Pourquoi je suis pas à l'aise avec? Mais là, je lis beaucoup Romain Bertrand en ce moment. Vous savez, le Tour du monde de Magellan, les grandes équipées des marins de Dieppe pour aller jusqu'à Sumatra. Et c'est toujours ce réflexe, mais qui vaut jusqu'au 19e siècle, en partie même jusqu'au siècle dernier. C'est-à-dire, comprendre, c'est asservir, comprendre, c'est tuer. Alors évidemment, aujourd'hui, tu lis Le Monde immense, là, ce grand livre là, sur les perceptions animales, qui rend hommage lui-même à Uexküll. Donc on commence enfin, nous, à s'ébrouer. Mais est-ce qu'on s'ébroue pas alors que c'est trop tard? Même, tu vois, ici, on est dans cette mer de colza qui est fabuleuse, qui est belle, parce qu'on est sur la mer. Mais c'est du remembrement. Est-ce que tu vois les petits bouquets d'arbres? Est-ce que tu vois les petites fermes dispersées? Eh bien, tout ça, ça a été laminé pour la culture industrielle. Donc c'est des questions. Donc on n'est pas indemne. Et je vais lire un texte dont je ne suis pas indemne. Comment par Pantagruel fut un monstrueux physéter aperçu près l'île Farouche. Alors déjà, tu abordes à l'île Farouche, on est juste après Carême prenant, on est avant cette guerre des andouilles là, que j'ai pas encore lue. J'attends de comprendre à quel endroit faut que je me mette. Mais donc on est sur mer et tout d'un coup vient sur toi quoi? Une baleine, un cachalot, enfin toutes ces choses qui maintenant nous semblent tellement merveilleux, complexes, énigmatiques pour celles qu'on a laissées survivre. Sur le haut du jour, approchant l'île Farouche, Pantagruel de loin aperçu, toujours ça, parce que Pantagruel domine les autres, le géant. Pantagruel de loin aperçu un grand et monstrueux physéter. Si c'est un animal qui est grand, il est monstre. Et le monstre, cherchons-le en nous, venant droit vers nous. Et là, écoutez les participes présents, bruyant, ronflant, et les participes passés, enflés, enlevés, plus haut que les unes des naufs. Tu vois, tous les hiatus là, de voyelles, plus haut que les unes des naufs. T'as le mât, t'as la petite une tout en haut, et puis en haut, non, l'animal, il est encore plus haut que ces gros bateaux, là, venant droit vers nous, bruyant, ronflant, enflés, enlevés, plus haut que les unes des naufs. T'as 4 verbes, dont 2 participes présents, 2 participes passés, et jetant haut de la gueule en l'air devant soi,
Et nous, on le sait que tous ces cachalots, ce qu'ils rejettent, c'est pas par la bouche, c'est un évent qui est sur le haut du crâne. Donc déjà, tu comprends ça. La connaissance de Rabelais, de ces animaux qui sont les plus gros animaux, là, les mammifères, il ne va pas employer du tout le mot, qui sont là, dans notre... qui partagent la terre avec nous, en tout cas partagent la mer aussi, et qui sont les seigneurs des mers, on est leurs invités. Ben non, pour lui, c'est comme, vous savez, la licorne. La licorne, Pline décrit les rhinocéros, d'après ce qu'en ont décrit les légionnaires qui reviennent là, d'au-delà, les cataduptres du Nil. On va découvrir ici le mot cataduptre, là où nous, maintenant, on a cataracte, qui est moins fort. Et Pline décrit le rhinocéros. Mais c'est un animal fantastique, au point que comme on sait que cet animal existe mais que personne ne l'a vu, il va devenir la licorne et se promener là partout dans ces bois, les bois du Moyen-Âge, devenir animal fantastique. Eh bien, la baleine, là, qui rejette pas l'eau par la bouche mais par la tête, si quiconque aurait approché d'une le saurait, même sans avoir lu Moby Dick. Parce que c'est quoi la différence entre Rabelais et Moby Dick? Eh bien, c'est que Moby Dick commence par une épigraphe prise à Rabelais, à ce chapitre du Fils éther, tandis que Rabelais, lui, ne cite pas Moby Dick, Herman Melville. Mais là voilà, lui, son Fils éther, et jetant haut de la gueule en l'air devant soi, comme si fût grosse rivière tombante de quelques montagnes. Pantagruel le montra au pilote et à Xénomane, c'est-à-dire les deux intelligents, l'intelligence pratique, toujours hommage à Romain Bertrand, qui c'était par exemple ces pilotes portugais qui venaient s'embaucher là en France pour leur dire « Moi je sais comment trouver la route pour rejoindre la Guinée, et puis de la Guinée les Açores, et puis là on fait la traversée tout droit en se pointant sur les étoiles et on y arrive au Brésil. » C'est ça, les pilotes. Et Xénomane, qui est celui qui réfléchit, celui qui dresse les cartes, par le conseil du pilote, furent, là oh là, où on triche pas, furent sonner les trompettes de la Talamège. La Talamège, ça on le sait, c'est le plus grand vaisseau, c'est le vaisseau qui dirige l'escadre, en intonation de « Gare Seyre, Gare Seyre, alerte, alerte, alerte !» À cet unisson, toutes les naufs, parce que c'est une armée, c'est une armada, galions, ramberges, liburniques, selon ce qu'était leur discipline navale, se mirent en ordre et figure, tel qu'est le V grégeois, lettre de Pythagore, c'est le V aussi des oiseaux migrateurs, mais, moi je n'ai même pas pensé à ça, vous allez voir, on va finir par une image totalement géométrique. Eh bien, on commence le texte, je me fais attention, avant là, ce matin, là, sur la zone de Chinon, on m'arrête en boire un café avant d'arriver, là, et oui, mais on commence par la géométrie, on va finir par la géométrie. Lettre de Pythagore, telle que voyez, observée par les grues en vol, telle qu'est un angle aigu, au cône et base, laquelle était la dite Talamège, en équipage de vertueusement combattre. C'est pas rien cet adjectif. Alors oui, on va s'attaquer à ce monstre, et on n'a pas le choix que l'attaquer, mais on va l'attaquer vertueusement. Je continue. Frère Jean, au château Gaillard, c'est-à-dire sur la proue, là, directement, la petite élévation de la proue, près du Beaupré, monta, galant et bien délibéré, avec les bombardiers. Panurge commence à crier, lamenter plus que jamais. Alors là, vous allez voir encore, on a déjà passé la tempête, on a passé aussi un autre endroit comme ça où il a Paour, bah oui, dans les paroles gelées qui vont venir juste après. Donc on a toujours cette litanie de Panurge qui se défile, le Panurge qui crie la peur. À chaque fois c'est un peu différent. Tenez par exemple là, commence à crier, lamenter plus que jamais. Babille babou, s'écria-t-il. Alors d'où ça vient, babille babou? Est-ce que tu crois que c'est un mot qui vient des enfants? Mais là, c'est la seule fois dans le livre où tout d'un coup, Panurge, pour exprimer sa peur, dit babille babou, babille babou.
Babille babou, disait-il, voici pire qu'antan. C'est une peur encore pire que ce que j'ai éprouvé dans la tempête. Fuyons, c'est par la mort bœuf. Léviathan, décrit par le noble prophète Moïse dans la vie du saint homme Job, il nous avalera tous ces gens et naufs comme pilules. En sa grande gueule infernale, nous ne lui tiendrons lieu plus que ferait un grain de dragée musqué en la gueule d'un âne. Là, c'est difficile à prononcer, je réessaye. En sa grande gueule infernale, nous ne lui tiendrons lieu plus que ferait un grain de dragée musqué en la gueule d'un âne. Voyez-le ci, ça veut dire qu'on l'aperçoit, qui fonce là sur l'escadre qui s'est préparé au combat. Fuyons, gagnons terre. Comment tu vas gagner terre alors que tu es en pleine mer? Je crois que c'est le propre monstre marin qui fut jadis destiné pour dévorer Andromède. Nous sommes tous perdus. Oh, que pour l'Oxyre présentement fût ici quelque vaillant Perséus. Perséus par moi sera, répondit Pantagruel. N'ayez pas our. Qu'est-ce qu'il dit, Pantagruel? Bah, peut toujours bien venir. Ce monstre-là, avec ses évents qui sont comme de l'eau au bord d'une montagne. Tu vas voir si je vais pas le percer, moi. Rapport homme-nature. Et ça, Rabelais de son temps. Et ce temps, bah, il va durer. On en est issu. Vertu Dieu, dit Panurge, faites que soyons hors les causes de Paour. Quand voulez-vous que j'ai Paour, sinon quand le danger est évident? Si telle est, dit Pantagruel, votre destinée fatale comme naguère, exposait frère Jean, vous devez avoir peur de Pyrosis, de Héros, des Aétons, des Flégons, des célèbres chevaux du soleil Flavivum qui rendent feu par les narines. Vous connaissez-vous les cheveux Flavivum? Bah oui, rendent feu par les narines. Qu'est-ce que ça fait, un cheval qui rend du feu par les narines? Eh ben, il suffit qu'il passe là sur le chemin, et paf, t'as un champ de colza. C'est ça, non? Des fils éthers qui ne jettent qu'eau par les ouïes et par la gueule. De faux. Les cachalots, les baleines, ils n'ont pas des ouïes, monsieur. Ne devait pas aucune avoir. Là, par l'euro, ne serait en danger de mort. Par certuit élément, plutôt serait garanti et conservé que fâché ni offensé. Ah, d'autres, dit Panurge, c'est bien rentré de pique noire. Vertu d'un petit poisson, ne vous ai-je assez exposé la transmutation des éléments et le facile symbole qui est entre rôti et bouilli, entre bouilli et rôti? Alas, voyez-le ici, je m'en vais cacher là-bas. Nous sommes tous morts à ce coup. C'est-à-dire que, là aussi... Alors on dit toujours Rabelais, le roman, de total anachronisme. On est dans la vie et les fêtes horribles, épouvantables du grand Pantagruel. Mais là, tout d'un coup, imagine, là, moi je vois la centrale nucléaire avec son panache là ici. Imagine qu'il y a quelque chose grand comme la centrale et son panache qui serait là, les évents de l'immense baleine se précipitant sur l'escadre regroupée en V. Eh ben non, qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu continues là de laisser parler Panurge. Et je vois sur la une Atropos avec ses ciseaux de frais moulus, prêt à nous tous couper le filet de vie. Gore, voilà-ci. Franchement, les mecs, tu crois qu'il y a besoin de traduire Rabelais? Franchement. Oh, que tu es horrible et abominable. Attends, je vais te traduire ça. Oh, que tu es horrible et abominable. Français moderne. Oh, que tu es horrible et abominable. C'est bon, là. On est d'accord, hein, on est bilingue. Tu en as bien noyé d'autres qui s'en sont point vantés. Dieu, s'il jetait vin, bon, blanc, vermeil, friand, délicieux, au lieu de cette eau amère, c'est le cachalot qui serait bien si c'était du bon vin, du vin blanc, du vin rouge au choix, là, qui lui sortait, là, par-dessus la tête. Ah ben, moi, je dirais pas non. Au lieu de cette eau amère et puante et salée, cela serait tolérable aucunement, et il serait aucune occasion de patience, à l'exemple de ces 8000 anglais, auxquels étant fait commandement pour les crimes desquels était convaincu de mourir à son arbitrage, élu, mourir, noyé dedans un tonneau de Lavésie. Voyez-le-ci. Oh, diable, Satanas, Léviathan, je ne te peux voir, tant tu es hideux et détestable.
Translation français moderne. Tant tu es hideux et détestable. Si je le dis en français moderne, vous aurez encore plus peur. Mettez à l'audience. Physéter, entrant dans les brais et angles des naufs et galions, jetait sur les premières à plein tonneau. Et donc, c'est lui qui attaque. Logique, va bien falloir qu'on se défende. Comme si fussent les catadupes du Nil en Éthiopie. Et où est-ce qu'il a appris le mot catadupe, Rabelais? Il le dit à la fin du Carliffe, tu sais, tu as brève déclaration d'aucune diction obscure au présent livre. Et si je cherche là, on est chapitre 34, je vais vous sortir la phrase en entier, si des fois que vous ne me croyez pas. 40, 39, 35, 34, catadupes du Nil, lieu en Éthiopie, auquel le Nil tombe de hautes montagnes en si horrible bruit. Tu vois, donc c'est la même chose que l'approche de la baleine. Que les voisins du lieu sont presque tous sourds, comme écrit Claude Galien, l'évêque de Karamite. Karamite, c'est Samarcande. Ah bon? Celui qui en Rome fut mon précepteur en langue arabique m'a dit que l'on ouït ce bruit à plus de 3 journées loin, qui est autant que de Paris à Tours. Voyez Ptolémée, Cicéron, In Somme, Scipionis, Pline, Libre 6, chapitre 9, Estrabon. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'à Rome, là, quand ils attendaient, il a fallu attendre des semaines, l'audience du pape. Oui, parce qu'il fallait qu'il règle sa situation, là, de moine qui était plus moine, de moine qui était encore moine, qui avait quitté l'ordre des moines. Et puis en même temps, il a sa compagne et ses 2 enfants, François bis et Junie. Le François bis qui n'aura pas un destin exemplaire, mais Junie qui sera la dépositaire des textes maintenant appelés 5e livre, qui est 10 ans après sa mort. Et là, tu passes du temps à attendre. Juste avec toi, là, tu as l'évêque de Samarcande. Qu'est-ce qu'on fait? On s'apprend réciproquement sa langue. Et Rabelais apprend l'arabe. Et comment on exprime qu'un bruit est fort? On exprime que le bruit est fort parce qu'on l'entend. Il faut 3 journées de voyage, c'est-à-dire loin comme de Paris à Tours. En TGV, tu fais ça en 55 minutes, quand il n'y a pas de retard. Il faut 3 jours à l'époque de Rabelais, et encore, ça fait 80 km par jour. Déjà, on n'est pas à pied. Et tu entends ce bruit, tu définis le bruit par la distance. Je reviens à mon physéter. Comme si fussent les catadupes du Nil en Éthiopie. Dar, Dardel, Javelot, Épieux, Corsec, Pertuisane. Allez, ça y est, on y va les gars, on y va. On est comme dans, tu sais, les grandes scènes de bataille peintes par Uccello. Et là, comment on rend l'intensité du combat? Par une accumulation de mots. Dar, Dardel, Javelot, Épieux, Corsec, Pertuisane volaient sur lui de tous côtés. Frère Jean ne s'y épargnait. Panurge mourait de paour. L'artillerie tonnait, foudroyait en diable, faisait son devoir de le pincer sans rire. Mais peu profitaient, car les gros boulets de fer et de bronze, entrant en sa peau, semblaient fondre à les voir de loin, comme font les tuiles au soleil. Alors Pantagruel, considérant l'occasion et nécessité, déploie les bras et montre ce qu'il savait faire. Vous dites, et est écrit, que le truand Commode, empereur de Rome, tant dextrement, peut-être je vais laisser passer la digression là, sur Commode, tous les gladiateurs, et puis ensuite le noble Pantagruel, en l'art de jeter et darder, était sans comparaison plus admirable, car avec ses horribles piles et dards, lesquels proprement, c'est-à-dire comment on va définir que Pantagruel est géant? Par le fait que ce qu'il lance comme arme, elles sont d'une taille qui, rapportée à l'échelle de la vie ordinaire, c'est gros comme nos ponts, vous allez voir. Car avec ces horribles piles et dards, lesquels proprement ressemblaient aux grosses poutres sur lesquelles sont les ponts de Nantes, Saumur, Bergerac. Alors Saumur, on sait qui y aller, c'est tout près.
Ah, t'es allé aussi à Nantes, Rabelais? C'était quand, ça? Ben, on sait pas, nous. Mais y aller, tu vois, sinon il n'en paraît pas. Et à Paris, les ponts au change et au meunier, soutenus. Toi, t'es jamais allé à Nantes? Bah ouais, mais t'es allé à Paris. Donc tu vois bien maintenant la taille. Là. Et en longueur, grosseur, pesanteur et ferrure, de 1000 pas loin. Hop là, 1000 pas, 3 kilomètres. Il ouvrait les huîtres en écailles sans toucher les bords. Moi, j'aime les huîtres, mais je sais pas faire. Il émouchait une bougie sans l'éteindre, frappait les pies par l'œil. Si vous en voyez là, vous me dites, on va essayer. Dessemelait les bottes sans les endommager, défourrait les barbutes sans rien gâter, tournait les feuillets de bréviaire de frère Jean l'un après l'autre sans rien déchirer. Avec tel d'art, desquelles étaient grandes munitions dedans Sanof, au premier coup, il enferra le physéter sur le front, de mode qu'il lui transperça les deux mâchoires et la langue. Et si que plus ne ouvrit la gueule, plus ne puisa, plus ne jeta haut. Au second coup, il lui creva l'œil droit. Au troisième, l'œil gauche. Voilà ce qu'on en fait du monstre. Et fut vu le physéter en grande jubilation de tous porter ses 3 cornes au front quelque peu penchantes d'avant en figure triangulaire équilatérale. Vous voyez le retour de la géométrie. C'est-à-dire, c'est du massacre. Mais Queequeg dans Moby Dick, les harpons, c'est... Là, vous entendrez pas, je suis pas en stéréo. Mais ce qui m'a toujours frappé dans cette petite vallée qui est celle de Rabelais, c'est l'acoustique. C'est un ovale avec le Coudray Montpensier, avec Seuilly, avec la Devinière. De l'autre côté de la colline, la grande centrale nucléaire qui est notre géant d'aujourd'hui, la Roche-Clermont. Mais dans cette petite vallée ovale, tout bruit, le moindre, peut-être pas les petits papillons qu'on voit, c'est le premier que j'en vois cette année. On l'entend longtemps, on voit tous. Ça fait partie, c'est pour ça aussi, pour ce truc acoustique que Rabelais l'a choisi comme lieu de fiction. Je reviens. Tu le massacres. Hop là, tu lui cloues dans les 2 lèvres. Et puis tu crèves un œil et tu crèves l'autre. Et la magie, c'est que la bestiole qui cherche à s'en débarrasser, elle a ces 3 énormes dards qui lui pendent en figure triangulaire équilatérale. Et là, quel est le statut de cette prise de distance, de ce jeu-là d'abstrait qui revient? Est-ce que Rabelais l'a voulu? Tout est voulu, évidemment, c'est du travail, mais cette idée, est-ce que, justement, toi-même, tu te défies de la cruauté de ton texte? Non, ça, je pense pas que ce soit accessible à quelqu'un de son époque. Mais malgré tout, tu remplaces, là, cette boucherie, encore que pour lui, c'est un poisson, par figure triangulaire équilatérale. Et il y a d'autres triangles comme ça, parfois même très ésotériques, comme dans l'architecture de Chambord. En grande jubilation de tous, porter ses 3 cornes au front, quelque peu penchantes devant, en figure triangulaire équilatérale, et tournoyer d'un côté et d'autre, chancelant et fourvoyant, comme étourdi, aveugle et prochain de mort. Tu prends une phrase pour décrire l'agonie, et tournoyer d'un côté et d'autre, chancelant et fourvoyant, comme étourdi, aveugle et prochain de mort. De ce non content, ça suffit pas, lui en darda un autre sur la queue, penchant pareillement en arrière, puis 3 autres sur l'échine en ligne perpendiculaire. Par équale distance de queue et bac 3 fois justement compartis. T'as compris? Reviens demain, je vais te faire un dessin. Enfin, lui en lança sur les flancs 50 d'un côté et 50 de l'autre, de manière que le corps du physéter semblait à la quille d'un galion à 3 gabnis, 3 rangs de galériens pour ramer,
emmortaisés par compétente dimension de ces poutres, comme si furent cosses et portes au banc de la carène. Il écrit Carine. Et c'était chose moult plaisante à voir. Tiens, hier, j'entendais un cours de mon copain Bergugno aux Beaux-Arts de Paris, je crois que c'est le 5 décembre 2008, sur l'archive. Et c'est bizarre, parce que tu attends un cours de littérature, en fait, tu fais un cours d'histoire politique. Et il revient sur cette lettre de Madame de Sévigné, où il y a des jacqueries là, autour de son château, là, à Vitré, près de Rennes. Et quand Madame de Sévigné repart à Paris, il y a un grand arbre, là, un arbre là, comme celui qui est juste derrière moi, et il y a 12 pendus. Parce qu'on a réprimé la jacquerie. Et Madame de Sévigné qui écrit « Quel spectacle rafraîchissant !» Et là, on n'est pas au 16e avec Madame de Sévigné. On est 2 ans... Ah, attends que je réfléchisse. 1532... Ouais, on est 150 ans en arrière. Et était chose moult plaisante à voir. La bête morte. Ça y est. 50 javelots d'un côté du corps, 50 javelots de l'autre, un dans la queue et la tête, les 2 yeux crevés, le bouche percée, était chose moult plaisante à voir. Ah donc, mourut le fils éther, se renversa ventre su d'eau, comme sont tout poisson mort. C'est même pas aller chercher ni la Grèce, ni les grands fanons d'ivoire, non, comme sont tout poisson mort. Et c'est étrange, parce qu'en même temps, Rabelais, il y avait des bestioles comme ça. Sur nos côtes, il y a toujours des dauphins. Tu sais, le dauphin, il a un statut particulier. C'est celui qui vous transporte, là, qui vous permet d'échapper au risque, au danger. Mais il a tout moyen de savoir, lui qui fait de l'anatomie, que ce n'est pas un poisson. Ben si. Ah donc, mourant, le fils éther se renversa, ventre su d'eau, comme sont tout poisson mort. Attends, une dernière fois. Pour ceux qui disent que Rabelais écrit en français ancien, je traduis en français moderne. Ah donc, mourant, le fils éther, traduire la baleine, se renversa ventre su d'eau, comme sont tout poisson mort. Voilà, mieux compris. Et ainsi renversés, les poutres contrebas en mer ressemblaient aux scolopendres serpents ayant 100 pieds, comme le décrit le sage ancien Nicandre. Qu'est-ce que c'est cette image bizarre ? C'est-à-dire que l'ensemble des javelots, l'ensemble des dards dessine ce qui est une merveille de technologie. La coque intérieure, la façon dont on construit l'arche intérieure d'un navire. Et vous savez que même les cathédrales, les greniers des châteaux, les charpentes, c'est l'art des charpentiers de navires qui sert à ériger, même à Chambord, là, tous ces enchevêtrements de charpentes. Donc on est là en plein dans le métier, l'artisanat, la bête morte devient l'allégorie de ces constructions extrêmement savantes de charpente. Or, une charpente, c'est pour enclore un volume, et la baleine, c'est Jonas, etc. On peut entrer à l'intérieur, mais ce renversement tout d'un coup qui fait que dans ce texte-là, ce massacre d'un animal noble, la mobilette qui repasse dans l'autre sens, dommage, c'est pas en stéréo, c'est en mono, on se retrouve avec ce renversement d'allégorie qui est celle du travail humain le plus sophistiqué, le plus savant, qu'on utilise et pour les bâtisses seigneuriales, les châteaux, et pour les cathédrales. Et puis, à mesure qu'il s'éloigne, parce qu'on le laisse s'échapper, vous savez, les scolopendres, ces espèces de 1000 pattes, là, ces espèces d'insectes un peu sinueux, comme ça, avec toutes les pattes de chaque côté, tout d'un coup, c'est plus rien que ça. Et ainsi renverser les poutres contre bas en mer ressemblaient aux scolopendres, serpents ayant 100 pieds, comme le décrit le sage ancien Nicandre. Alors Nicandre, je ne vais pas chercher qui c'est, mais bon, il y a plein de savants qui font ça. L'université, ils sont payés pour ça. Je ne dis pas ça méchamment. Tant mieux. Collaborons, amis. Collaborons. C'est pas méchant ce que je fais là.
Mais le scolopendre, ces petites bêtes sinueuses avec toutes ces pattes, là, les 1000 pattes, et là, tout d'un coup, là, qu'on voit s'engager là dans une plainte, dans le bord d'une pièce, c'est-à-dire que le monstre là s'éloigne, tout lardé là, de ses pics et ses dards qu'il transforme en charpente vivante. Et déjà, et la taille, parce que c'est pas le serpent de mer géant et monstrueux. Non, un peu plus loin, dans le quart-livre, c'est vrai que je l'ai enregistré tout près d'ici. Pas cet arbre, mais regardez l'autre un petit peu là, sur la gauche. Là, on est sur le bord du Négron. Partez les moucherons, c'est pas de ma faute là, si je transpire de mon Rabelais. Qui vient écouter mes vidéos? Je sais pas, mais en direct là, dans la mer de jaune colza, tous les moucherons, oui, oui, oui. Eh bien, c'est là-bas que j'avais enregistré la toute fin du quart-livre. C'est-à-dire, tout d'un coup, une liste par ordre alphabétique, toutes les petites bêtes qui se sont réfugiées dans ma bouche. Et c'est scolopendre, mais c'est aussi le mot scolopendre reviendra là. Et voilà! Les espaliers de l'anneau flanternière amenèrent le physéter lié en terre de l'île prochaine, dite Farouche, pour en faire anatomie et recueillir la graisse des rognons, laquelle disait être fort utile et nécessaire à la guérison de certaines maladies qu'il nommait faute d'argent. Et donc ça veut bien dire que là, la passion de l'anatomie, on la retrouve tout au bout. Oui, mais est-ce que Rabelais en sait plus? L'anatomie d'un cachalot, bah oui, c'est la graisse. Et vous savez que la baleine, elle a des choses très compliquées, que ces réserves là, de liquide céphalique qui lui servent énormément et à l'orientation et à l'émission de ces sons dans l'ultra grave. Tout ce qu'on apprend maintenant seulement, à découvrir de l'énigme majeure que sont ces animaux. Et à la limite, c'est pas les yeux qui leur servent aux baleines. Tu peux toujours les crever les yeux, Pantagruel. C'est justement ces liquides céphaliques qui, eux, là, l'huile de baleine, servent à entendre, mais surtout à se diriger dans l'ensemble des océans. Et par contre, cette graisse-là qu'on recueille, non, Rabelais, c'est bien d'en faire l'anatomie, mais c'est pas la graisse des rognons. Alors oui, ce jeu-là entre science, patience, volonté de science, pour en faire anatomie, mais il ne sait même pas que c'est pas un poisson. Il est 4 heures, j'entends le carillon de Seuilly. Merci qu'on ait partagé ça. Moi, tu vois, quand j'ai vu ça, là, grande mer longue là, du colza, je me suis dit, installe-toi là, comme dans la mer, et lis un récit du quart-livre que tu n'as pas encore traversé. C'est fait.